Merci beaucoup donc évidemment de m'accueillir aujourd'hui. Je suis bien heureux d'avoir répondu et honoré d'avoir répondu à l'invitation de la PHG d'Aquitaine. Je salue évidemment Madame la directrice des archives et cette belle exposition labellisée par la mission du centenaire qui est en train de qui est installée ici dans ces beaux locaux et que je vous invite évidemment à regarder dans la journée. C'est toujours évidemment un plaisir de revenir au bord de la Garonne lorsque l'on est un expatrié en bord de Seine. Donc je me propose de traiter de la Première Guerre mondiale à travers, alors dans un premier temps d'évoquer donc les Aquitains, l'Aquitaine et les Aquitains dans la Première Guerre mondiale, et dans un deuxième temps, dans le dernier quart d'heure qui m'est attribué, d'évoquer avec vous un premier retour d'expérience sur la mise en œuvre des commémorations du centenaire et notamment dans l'éducation nationale. Alors, je me propose de traiter dans un premier temps la Première Guerre mondiale à travers le prisme régional autour de l'intitulé, donc l'Aquitaine et les Aquitains en guerre 1914-1918. Ou devrais-je préciser, en grande guerre, pour reprendre l'expression forgée dès l'événement lui-même par les contemporains et qui témoigne d'emblée de la puissance, de la manière dont il fut ressenti et revêtu par les contemporains. Ceux-ci eurent conscience dès le conflit, et c'est un élément important à prendre en compte, de participer à un événement historique majeur, à un extraordinaire, et de se sentir non pas spectateur, mais pleinement acteur de cet événement. J'y reviendrai dans le cours de mon exposé. Nous conservons d'ailleurs largement cette manière d'exprimer ce conflit, à travers l'expression Grande Guerre, qui est souvent utilisée. Et je tiens à dire que la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale n'a pas souhaité justement conserver cette expression pour mettre à distance, 100 ans après, le caractère sensible peut-être que revêtait encore ce conflit, pour pouvoir l'interroger à l'aune évidemment d'une approche historique. Mais quelle pertinence finalement pour un conflit justement national et international? Quelle pertinence pour une approche régionale? Alors notons l'intérêt d'une histoire régionale renouvelée autour du conflit à l'occasion des commémorations du centenaire, autour de régionalisme ethnotypique, en particulier des travaux qui sont menés autour des petites patries en Bretagne, en Corse, peut-être autour donc, du Pays basque ou de l'identité béarnaise. On a là, évidemment, dans cette approche de l'histoire régionale, un substrat militant sous-jacent sur, finalement, quelle a été la place des régions, et en particulier des régions, disons, périphériques à la République, ou en tout cas qui ont besoin de justifier leur présence dans le conflit, autour de cette résurgence. Mais aussi, peut-être, de voir à l'occasion de ce centenaire une forte demande sociale qui s'appuie sur un terreau local dynamique. Il s'agit d'évoquer à l'occasion du centenaire, et je les évoquerai à la fin peut-être de mon propos, des initiatives locales sur les mémoires justement de communautés. Et c'est là évidemment un des éléments majeurs de ces commémorations du centenaire. C'est à la fois une approche extrêmement locale sur les mémoires qui fonderaient un petit peu les communautés, et notamment donc à travers l'identité régionale, et une dimension éminemment internationale. Et là, on est en plein, si je puis dire, dans la parole qu'évoquait Michel Serres il n'y a pas longtemps, j'ai deux pays, Agen et le monde. Et donc, cette question, ce rapport à la région est bien ancré, je vais essayer de le montrer à la fin de mon propos, dans cette double dimension des commémorations, c'est-à-dire cette approche à la fois extrêmement locale, dans laquelle, évidemment, on va pouvoir aller puiser les mémoires des communautés, et puis cette approche internationale. Alors, l'idée conductrice de mon intervention sera celle-ci. En gros, est-ce que l'on peut évoquer pour l'Aquitaine et les Aquitains une trajectoire particulière dans la guerre?
Ou finalement, est-ce que même à 800 km du front, avec la spécificité qu'a cette région, que porte cette région au début du XXe siècle, est-ce qu'elle s'inscrit de manière originale ou non dans cette grande guerre, que ce soit pendant l'événement lui-même ou dans sa mise en mémoire ensuite. Alors, quelles sont les sources pour pouvoir appréhender cette question de la Grande Guerre à l'échelle régionale? Eh bien, c'est en particulier évidemment les sources administratives, officielles. Nous avons parlé ce matin de la mise justement à disposition du public par la numérisation des registres matricules des combattants de la Première Guerre mondiale. J'attire votre attention sur le fait que le grand mémorial a été inauguré par le président de la République le 11 novembre et il permettra à terme, parce que pour l'instant une partie seulement et une petite partie des fiches ont été numérisées, mais permettra à terme de pouvoir prendre connaissance de la trajectoire. Alors, pas seulement uniquement des soldats morts au front, mais bien de l'ensemble des mobilisés, c'est-à-dire 8,5 millions de soldats de toutes les classes qui ont pu donc participer à ce conflit. Évidemment, c'est une source extrêmement intéressante parce que ces registres matricules permettent de prendre connaissance de l'identité sociale du soldat, de quelques indications en termes de niveau d'instruction ou au niveau physique, mais surtout, on peut lire l'ensemble de son parcours et bien comprendre, et j'y reviendrai, que la guerre a été plutôt vécu comme une odyssée pour les soldats, et il faut évidemment, et ça Nicolas Offenstadt s'il était là ne me contredirait pas, casser un certain nombre d'a priori sur la Première Guerre mondiale, comme si tous les combattants avaient vécu du premier jour jusqu'au dernier jour une guerre linéaire, guerre de mouvement, guerre de tranchée, guerre de mouvement. Ils seraient revenus finalement dans leur foyer juste après le 11 novembre. Donc je vais avoir l'occasion d'y revenir, mais je voulais le signaler. Donc des sources éminemment officielles, administratives, j'en ai cité une, mais aussi une multitude de sources directes produites par les soldats, aquitains, au front, j'aurai l'occasion d'y revenir aussi, mais aussi des sources produites par des civils. Et ce volume important de sources directes, carnets de combattants, carnets de civils, correspondances, romans, poésies, qui ont pu être, qui ont mis donc en mots ou en images, puisque nous avons aussi des photographies de combattants pris au fond, et aquitains en particulier, je vous en présenterai quelques-unes de ces photographies, permettent évidemment d'appréhender toute l'épaisseur sociale de la guerre et de l'expérience combattante, mais aussi de l'expérience des civils. Et ça, c'est à mon avis aussi un point extrêmement intéressant, cette mise en mots et en photos de la guerre par les combattants, les civils, femmes, hommes, même enfants, montre bien à quel point la Première Guerre mondiale a de cela de spécifique, qu'elle fait entrer pleinement les individus dans l'histoire. C'est-à-dire que les personnes qui entrent en Grande Guerre ont tout de suite l'impression d'en être les témoins. Et le témoignage est un des termes très liés à la Première Guerre mondiale. Je vous renvoie à un livre tout de suite, celui de Jean Norton Crue, publié en 1929, qui s'appelle « Témoins », et ce Jean Norton Crue, qui est un professeur de civilisation britannique et d'anglais, a disséqué 350 témoignages de soldats, 250 auteurs, et a voulu justement extraire le bon grain de livret, qui était vraiment témoin à cette époque, et avait qualité pour témoigner et dire la vérité, entre guillemets, de la guerre pendant le conflit et après. Donc cette notion est une notion clé. Et nous avons beaucoup de témoins en Aquitaine qui nous ont laissé des traces et sur lesquels on peut évidemment appuyer notre étude. J'en ai deux exemples ici. Serge Baranx à Mont-de-Marsan, qui a édité donc La petite ville qui dormait en 1921, qui était professeur au lycée
Victor Duruy, et puis l'archiviste René Bonnat à Agen, qui a, dès le début de la guerre, rédigé un carnet de civils pour un petit peu prendre la mesure de ce qu'a été l'entrée en guerre et la mise en exception, en fait, des nouveaux du régime de liberté ou non, justement, en août 1914. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que nous avons des témoins issus des Basses-Pyrénées, des Landes, du Lot-et-Garonne ou de Gironde, qui ont écrit alors qu'ils sont de toutes les catégories sociales. C'est que nous n'avons pas uniquement des lettrés, des professeurs, des universitaires, des écrivains. Nous avons aussi des petits propriétaires ruraux, des employés de banque, j'en citerai quelques-uns, qui nous ont laissé évidemment des traces très intéressantes, pour pouvoir étudier à la fois, et là j'annonce mon plan, la guerre des Aquitains au front, mais aussi la guerre des Aquitains et de l'Aquitaine à l'arrière. Et je terminerai dans une troisième partie pour essayer d'évoquer avec vous les transformations, l'impact qu'a pu avoir la Grande Guerre sur l'Aquitaine et les Aquitains. Mon propos ne sera pas tant descriptif. J'essaierai d'étayer évidemment mon propos avec des exemples précis pris donc en Aquitaine ou parmi les témoignages d'Aquitains, mais c'est surtout aujourd'hui je voulais mettre en perspective les questions aujourd'hui posées à la Première Guerre mondiale à travers justement le prisme de l'Aquitaine et des Aquitains. Alors d'abord l'Aquitaine qui part. L'Aquitaine qui part, à l'image de l'ensemble du territoire, les hommes répondent à la mobilisation générale en suivant donc le fascicule inscrit dans leur livret militaire. Et donc la mobilisation générale a lieu le 2 août, commence le 2 août 1914. Et cette mobilisation générale, elle se fait en Aquitaine comme ailleurs, plutôt facilement. On a, Jean-Jacques Becker a retenu il y a longtemps maintenant le chiffre de 1,5% de soldats convoqués qui ne se sont pas présentés. Et encore, sur ces 1,5%, il y en avait certains qui venaient de l'étranger et qui sont arrivés bien tardivement dans leur dépôt. Mais cette mobilisation se fait plutôt correctement. Ce qui fait dire à certains historiens, évidemment, qu'il y a eu un consentement à la guerre. Je ne reviendrai pas sur cette notion clé de l'historiographie contemporaine, mais juste pour expliquer que s'il peut y avoir, évidemment, consentement à la guerre en août 1914, ce consentement n'est pas forcément le même 2 mois plus tard, et a fortiori en 1916, et que le consentement à la guerre n'évacue pas la question de l'obéissance, évidemment, à la loi. Donc, les Aquitains sont mobilisés dans le cadre de 2 régions militaires, la 18e et la 17e région militaire. C'est à peu près donc 2 corps d'armée, 2 fois 40 000 hommes, qui sont versés donc depuis les Charentes-Maritimes et la Charente jusque donc aux Basses-Pyrénées et au Lot-et-Garonne dans différents régiments, unités. Il serait évidemment fastidieux de reprendre l'ensemble de ces régiments dans lesquels les Aquitains sont incorporés. Retenons la grande variété des unités. On est mobilisé dans des régiments d'infanterie, des régiments d'artillerie, des régiments du génie, du train également, mais aussi autour de Rochefort pour beaucoup d'Aquitains et de Bordelais en particulier, de Rochefort et de La Rochelle dans des régiments d'infanterie coloniale. Et toutes ces formations sont extrêmement ancrées dans une localité, dans une ville. Et le plus souvent, les soldats agenais, les soldats landais, les soldats de Gironde sont incorporés dans des unités qui sont dans le département, souvent la préfecture. Il y a 2 grands régiments d'infanterie, par exemple, dans le Lot-et-Garonne, à Agen et à Marmande. Le 9e régiment d'infanterie et le 20e de Marmande. Donc on va suivre plutôt les Aquitains dans ces formations locales, dans la diversité des armes, donc encore une fois des expériences qui deviendront des expériences d'incorporation, c'est-à-dire de soldats, mais aussi des expériences combattantes. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'Aquitains vont se retrouver aussi dans d'autres formations et vont rentrer en contact
avec des régiments bretons, avec des régiments du sud-est, mais aussi avec des régiments donc de tirailleurs sénégalais ou de tirailleurs tunisiens ou algériens. Ils vont être médecins auxiliaires dans des bataillons de tirailleurs sénégalais, ils vont être artilleurs dans des régiments d'artillerie de campagne à Orléans, à Paris ou en Bretagne, au hasard des affectations. Donc d'emblée, si il faut, pendant la Première Guerre mondiale, évoquer absolument un recrutement régional, qui reste d'ailleurs en 1918 à hauteur de 60%. Même encore en 1918, les unités d'Aquitaine reçoivent a priori donc des Aquitains encore à 60%, même s'il y a un brassage qui se fait. Il faut aussi imaginer que ces expériences ont été plurielles et ne sont pas forcément liées à une intégration régionale. Donc là aussi, c'est une question extrêmement intéressante de cette rencontre des identités régionales pendant la Première Guerre mondiale. Et en quelque sorte, si avant la guerre, il y a eu le Tour de France par 2 enfants au niveau scolaire, les soldats prennent conscience de la variété et de la richesse du territoire et des identités pendant la Première Guerre mondiale, par la confrontation avec les autres. Et c'est un double mouvement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des rivalités ou des tensions qui verront le jour entre les méridionaux, puisque en Aquitaine c'est comme ça qu'il faut retenir cette identité régionale, essentiellement des méridionaux, qui vont être confrontés donc aux Bretons ou aux gens du Nord, ou donc du centre ou du Sud-Est, et qui vont être stigmatisés parce que au mois d'août, et ce sera aussi l'occasion évidemment d'évoquer l'entrée en guerre et les premiers combats extrêmement meurtriers pour les troupes de la 17e et de la 18e région. Cette confrontation donc rentre en écho avec un article qui est publié donc le 24 août, si ma mémoire est bonne, par un sénateur parisien, Gervais, disant que les soldats méridionaux, en particulier du 15e corps, mais ça va valoir finalement pour tous comment dirais-je, cette identité méridionale un petit peu protéiforme à l'époque, disant que les méridionaux avaient lâché au front et étaient des couards. Et évidemment, pendant toute la guerre, des soldats du Lot-et-Garonne, des Landes ou d'autres départements aquitains vont être confrontés à cette stigmatisation qui évidemment s'appuie sur un substrat stéréotypique autour du méridional. Et alors là, on avait travaillé sur des caricatures autour d'Armand Fallières il y a quelques années, du méridional évidemment prompt à la sieste et à être aviné. Justement cette question de la lâcheté au front va perdurer et va coller à la peau de certains des soldats méridionaux, et donc les Aquitains vont en faire les frais. Et j'ai en tête le témoignage de Valérie Capot, donc du 9e régiment d'infanterie d'Agen, qui à un moment donné est blessé sur le front. Et un médecin lui dit: vous êtes du 9e, du 17e corps, vous êtes un méridional, je vous soignerai à la fin. Donc, premièrement, ce rapport identitaire peut générer des tensions, mais également il cristallise aussi sa propre identité. C'est-à-dire des soldats qui étaient partis au front d'Aquitaine se rendent compte de leur identité méridionale en étant confrontés à d'autres langues, mais aussi d'autres paysages et d'autres pratiques culturelles. J'ai en tête aussi évidemment la découverte de la bière, et d'une consommation massive de bière, alors que les soldats méridionaux sont plutôt habitués à consommer du vin. Voilà, donc extrêmement riche cette Première Guerre mondiale sur cette question, évidemment, et je reviendrai en conclusion, parce qu'il me semble qu'il y a une tension entre cette découverte de la richesse du territoire et finalement de la patrie, et en parallèle la perte du sentiment patriotique, de l'idée de patrie à la fin de la guerre. Donc on a un double mouvement qui peut paraître paradoxal, mais qui est à mon avis aussi propre à la Première Guerre mondiale. Donc ces soldats issus donc de tous les régiments partent à la guerre. Donc avec cette idée ici, j'ai pris un document, pardon, il faut que j'appuie sur le petit bouton. Voilà.
partent à la guerre au mois d'août. J'ai évoqué donc la diversité de leurs affectations, en sachant que certains d'entre eux vont être à partir de 1915-1917, loi d'Albiès et Mourier, donc vont revenir au front, à l'arrière comme ouvriers dans les usines. Il est intéressant, j'en ai parlé un petit peu, de noter évidemment cette mise en scène de la mobilisation en août 1914, une mise en scène évidemment sociale importante qui aussi nourrit le consentement à la guerre. On a des soldats comme Henri Despérières qui partent à 20 ans en 1914. Ça fait déjà 2 ans qu'il est à la caserne. Ici ennuie beaucoup et lui le départ, c'est le départ à l'aventure. Et évidemment, il y a une mise en scène du départ du régiment entre le dépôt et la gare qui fait que le soldat dit « je défile crânement devant les civils et en particulier devant les jeunes femmes ». Donc il y a tout un comment dirais-je, il faut vraiment prendre en compte la boîte à outils des sciences sociales pour mieux comprendre ce qu'a pu être justement les mobilisations pendant la Première Guerre mondiale, mais je n'ai pas le temps peut-être comment dirais-je, d'approfondir cette question. Ce que je voulais noter aussi, c'est cette diversité des affectations. Ici, on a une très belle source, j'en parlais dans mon introduction, le registre donc des mobilisés de la mairie de Casseneuil. Nous avons comment dirais-je, dans le Lot-et-Garonne, un secrétaire de mairie a eu la bonne idée de noter tous les soldats pendant la guerre, donc vivants ou morts, après, de noter leur lieu d'affectation, mais surtout leur profession. Et là aussi, le lieu commun est de dire je veux dire, le monde rural a payé un lourd tribut à la Première Guerre mondiale. C'est un fait, mais dans une grande diversité sociale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir à Casseneuil et autour dans le Lot-et-Garonne, dans les campagnes uniquement des paysans. Il y a des petits propriétaires terriens, il y a des usines, des petites usines, des fabriques, il y a également des journaliers, il y a des garçons de ferme, il y a des valets de ferme, il y a explose ici à la vue, quand on lit ce registre, toute la diversité sociologique de ce monde rural mobilisé pendant la guerre. Il y a aussi des étudiants qui vivent à Casseneuil, mais qui étudient ailleurs et qui sont mobilisés. Donc voilà un petit peu ce que je voulais illustrer sur cette question de la diversité des profils. Et puis maintenant, ces soldats vont combattre sur tous les fronts pendant donc l'ensemble de ces années de guerre, 1914-1918, certains donc sur le front occidental, certains vont faire un passage sur le front italien, d'autres vont être mobilisés dans l'armée d'Orient, d'autres vont aller combattre en Afrique, puisqu'il y a des combats aussi en Afrique autour des colonies notamment allemandes. Et je voulais évoquer avec vous quelques portraits d'Aquitains mobilisés dans la guerre. Charles Noguet, donc de Dordogne, il part, lui, il a 32 ans, en août 1914. Il est caporal cycliste au 340e régiment d'infanterie, et là, dans le 12e corps, donc la 12e région militaire, qui n'est pas du tout donc en Aquitaine. Il est attaché donc au service de santé de l'armée. Il a été engagé dans plusieurs des grands théâtres d'opération en France, la Marne, la Meuse, Verdun, la Somme, et à partir de 1917 sur le front italien. Il est mobilisé jusqu'en 1918, Charles Noguet, et il reprendra son métier d'imprimeur à Bergerac. Donc là aussi, un parcours, on va dire, très classique, mais il nous a laissé une correspondance extrêmement intéressante qui sont disponibles aux archives départementales. Il y a eu d'ailleurs, au service des archives départementales, un très bel atelier mis en place sur ce fond Noguet, cote 60J. Jérôme Castan, autre profil, beaucoup plus jeune, qui pose ici, là aussi, la force et l'importance de la photographie pendant la Première Guerre mondiale, puisque les soldats qui partent, conscients de leur individualité, conscients aussi qu'ils peuvent mourir à la guerre, vont se faire tirer le portrait très rapidement et vont l'envoyer à leur famille, parce que ce sera peut-être la seule trace qu'il restera d'eux à l'avenir. Et là aussi, c'est important, cette mise en photographie des soldats. Alors, hérité évidemment du passage par le service militaire, on se fait photographier en uniforme. C'est extrêmement important dans le cadre culturel de l'accession à la virilité, vous le savez, le service militaire, mais en guerre, il y a cette dimension évidemment mémorielle extrêmement importante. Donc Jérôme Castan, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'il est aussi employé de banque.
Voilà, nous avons une grande variété des profils. Il est employé de banque à Agen. Il fera une guerre qui le mènera aussi sur le front italien pour revenir donc à Agen. J'évoquais Valéry Cappeau. Valéry Cappeau, il part sergent à la guerre. Il reviendra, lui, faire beaucoup de stages à Agen et il va, en particulier en 1918, former les jeunes classes à Agen. Former les jeunes classes, et donc lui, il vit l'armistice au dépôt. Et donc sa guerre a été un mouvement continu entre le front et l'arrière, et cette place de formateur. C'est utile à savoir, puisqu'il a remis au propre ses carnets à ce moment-là. Et nous avons les carnets qu'il a tenus dans sa musette aux archives départementales du Lot-et-Garonne, c'est-à-dire des petits carnets, il y en a 14, mais on a aussi son carnet où il a remis en forme ses impressions de guerre, c'est le titre de son carnet. Et là, c'est une source importante pour l'historien de comparaison, et l'on voit comment Valéry Cappeau, dans ce passage entre la source directe et la mise en forme à destination de sa famille, va gommer un certain nombre d'épisodes qui pour nous évidemment sont extrêmement utiles à connaître, mais qui pour lui n'étaient plus finalement utiles à retenir dans le cadre de cette mise en forme du carnet. Donc j'attire votre attention sur vraiment l'approche critique que l'on doit avoir de ces sources carnets comme correspondance de guerre. Notamment Valéry Cappeau, et je vous le dis, gomme un certain nombre d'éléments, quand on compare les deux, sur l'évocation des femmes. Parce qu'il y avait des choses qu'il pouvait dire sur son carnet sur le moment, et qu'il ne pouvait évidemment pas dire dans son carnet qui était à destination de sa famille. Hein ? Voilà, ça c'est important, évidemment, vous le savez, pour les correspondances de guerre, on n'écrit pas la même chose et à sa mère, et à son frère, ou à ses camarades, hein, évidemment. Dernier profil qui me semble intéressant, et excusez-moi d'insister sur le Lot-et-Garonne, mais c'est le département sur lequel j'ai le plus travaillé. Je sais très bien que d'autres historiens ont travaillé sur d'autres départements aquitains, mais encore une fois, je souhaitais mettre plutôt en perspective les questions autour de comment approcher la Première Guerre mondiale, évidemment. Henri d'Esperrières, donc, est un Lot-et-Garonnais. Petit propriétaire terrien, donc du monde rural, mais lettré, qui pratique la photographie et qui nous a laissé une correspondance de guerre et un fond photographique d'une quarantaine de clichés. Et c'est là aussi très utile à étudier pour comprendre ces parcours de guerre, ces parcours classiques en quelque sorte de guerre. Henri d'Esperrières donc part, il était au service militaire, je vous l'ai dit, il part en guerre en août 1914, il consent donc à la guerre pour les raisons, entre autres, que j'ai évoquées, et il produit un cliché début 1915, vous le voyez donc à votre droite, avec la légende, puisque les clichés ne peuvent être étudiés qu'avec une légende, sinon évidemment on tombe dans l'impressionnisme interprétatif, et ça j'attire aussi votre attention, notamment avec les élèves. Hein. Si on étudie un fond photographique, il faut absolument savoir d'où il vient, comment il a été mis en forme ou pas, qui l'a publié, etc. Hein. Et donc Henri d'Esperrières note ici « Je suis un vrai poilu » en 1915. Évidemment, il porte la barbe. Et là, on a l'expression, évidemment, du soldat incorporé qui devient et qui porte donc le consentement à la guerre et qui connaît dans la guerre l'accession donc à une certaine virilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va couper sa barbe. Il va couper sa barbe quelque temps plus tard en disant « La guerre, c'est atroce ». Il voit tomber ses camarades. Il perd son beau-frère, il mourra lui en septembre 1915, et donc il coupe sa barbe ensuite, et les clichés qu'il envoie à sa famille sont des clichés déjà mémoriaux. C'est-à-dire qu'il envoie des photographies de groupe et des photographies de lui-même, en sachant qu'elles seront sans doute les dernières traces de son passage dans la guerre. Alors,
là aussi, alors je vous renvoie à deux ouvrages, hein, de Rémi Casals et de André Loez, donc sur cette variété des profils en guerre chez Le Livre, qui est dans mon sac, il faudra que je vous le présente tout à l'heure. Et puis donc sur un autre livre de Rémi Casals qui s'appelle 500 témoins de la Grande Guerre, qui a été publié en 2014 et qui vous permettra de prendre la richesse justement de ces expériences combattantes. Dernier point sur cette question-là, ce qui est aussi extrêmement intéressant à noter, c'est que il y a une mise en mémoire de la guerre pendant la guerre par les témoins, mais il y a une mise en mémoire aussi des deuils de guerre dès la guerre elle-même. Notamment à travers la presse, avec la publication donc des nécrologies de soldats tombés, et là encore très liés au régiment du dépôt, de la préfecture ou de la ville du département. Donc on met en avant évidemment cette identité locale de manière importante. Et il y a également donc des cérémonies de recueillement dès pendant la guerre, sur des cénotaphes ou dans des carrés militaires relatifs aux soldats qui ont pu mourir dans les établissements donc sanitaires qu'on va retrouver d'ailleurs en Aquitaine, dans de nombreuses villes, je vais y revenir. Terminons par la démobilisation donc de ces soldats, le retour au dépôt. Là aussi, il est important de noter que ce retour ne se fait pas, et je vais évoquer deux points avec vous, ne se fait pas dans des conditions qui sont parfaites. Premier point, les soldats qui rentrent, et ils ont eu l'occasion de s'en rendre compte pendant les permissions qu'ils ont pu avoir pendant la guerre, se heurtent à un discours mobilisateur sur la guerre qui n'est pas celui du vécu de leur expérience. Et donc il y a comment dirais-je, un gouffre entre la manière dont ils ont pu vivre la guerre et la manière dont les civils en parlent. Et on va dire l'ambiance qu'il peut y avoir autour du conflit et sa mise en discours à l'arrière. Et là, je vous renvoie à un ouvrage extrêmement utile pour cela, de Gabriel Chevalier, qui s'appelle La peur, qui a été publié donc 10 ans après la fin du conflit. Mais Gabriel Chevalier, qui est un ancien combattant, a été blessé pendant le conflit, revient donc à l'arrière pour être soigné. Et il commence à évoquer, ça sort, son expérience combattante auprès d'une infirmière. Et l'infirmière ne comprend pas du tout ce qu'il raconte. La mort, les rats, la boue, l'expérience donc continue justement de la boue, de la présence des cadavres, qui a été quelque chose de fort dans l'expérience des combattants. Il s'arrête et il commence à lui raconter une autre guerre, c'est-à-dire une guerre qu'elle peut entendre. Et là, l'infirmière, j'ai cru à un moment donné que vous n'étiez pas un héros. Ça en dit long justement sur encore une fois, ce rapport entre à la fois cette expérience combattante qui a été vécue et la manière dont les civils, eux, ont pu vivre la guerre en termes de discours produits dans la presse, sur les supports des cartes postales, etc. Et puis deuxième élément, c'est que les soldats ne rentrent pas tout de suite. Ils ne rentrent pas tout de suite, ils rentrent essentiellement à partir de l'été 1919. Alors les classes les plus anciennes, c'est valable pour les Aquitains, rentrent rapidement après le 11 novembre et sont démobilisés, mais les autres classes restent au front parce que l'armistice n'est pas la paix. Il faut attendre évidemment la signature des traités, c'est-à-dire que le combat peut théoriquement reprendre. Et puis ces troupes, notamment des Aquitains, vont être mobilisées, par exemple, à Paris le 1er mai 1919 pour encadrer les manifestations liées à la fête du travail et aux grèves qui sont en train de se mettre en place. Et donc cette ambiance, on va dire, révolutionnaire que connaît la France aussi, ce sont les combattants qui vont devoir encadrer ces manifestations. Et donc, évidemment, pour eux, ils attendaient le retour et ils n'étaient pas du tout préparés à devoir prendre en main cette tâche. D'où une démobilisation qui a été souvent difficile, et je ne parle pas de la réintégration dans la famille, qui a été aussi difficile parfois, mais il faut bien avoir en tête ces questions-là pour comprendre la mise en place du monde ancien combattant, et je m'arrêterai là sur cette question-là, vous renvoyant évidemment aux travaux d'Antoine Pro ou quelques passages dans ma thèse. Alors l'Aquitaine qui reste et qui accueille. 10 minutes.
L'Aquitaine qui reste et qui accueille. L'Aquitaine donc est aussi marquée par la guerre, même si elle est à bonne distance du front, parce que évidemment il y a une attente forte sociale de ceux qui restent par rapport à la masse des soldats qui sont partis. Elle connaît la guerre à distance par sa médiatisation, c'est la première fois que le conflit est aussi médiatisé, par notamment la presse à la fois d'opinion, la presse traditionnelle, régionale, nationale, mais aussi les illustrés évidemment, qui mettent à disposition des relations sur la guerre, mais aussi à travers les actualités cinématographiques. Mais ils prennent aussi connaissance directement de la guerre par le retour évidemment des permissionnaires, des blessés aussi dès septembre 1914, mais ils sont aussi en guerre à partir d'août 1914 avec la mise en place de l'état de siège et pour Bordeaux l'arrivée évidemment du gouvernement dès le 2 décembre. Alors j'avais quelques éléments ici d'archives autour de justement cet épisode du mois de septembre avec la réquisition d'un certain nombre de lieux à Bordeaux qui vont abriter à la fois les travaux donc du Parlement, du gouvernement, mais aussi abriter évidemment héberger les membres du gouvernement ou des parlementaires. Donc les Aquitains connaissent la guerre aussi directement à travers les réquisitions dès 1914, et j'aurai pas le temps évidemment d'en parler beaucoup ici, mais à travers aussi les pénuries. Les pénuries qui se mettent en place, il y a une économie de guerre qui se met en place très rapidement, mais à partir de 1917 en particulier, et la guerre sous-marine à outrance qui est mise en place par l'Allemagne, la France connaît, mais à une échelle beaucoup moindre que l'Empire allemand, des pénuries. Et donc, on va en trouver dans les archives justement départementales des premiers, des carnets de rationnement autour du sucre en particulier, mais aussi d'autres denrées, l'essence, le charbon, la farine. Et par exemple à Agen, il y a fermeture des boulangeries à partir de 1918, 2 jours par semaine, parce qu'on ne peut plus faire, en particulier de pâtisserie, mais aussi de pain en quantité suffisante. Et il y a toute une économie locale de guerre qui se met en place, en lien avec l'État, pour essayer de subvenir au mieux comment dirais-je, à la nourriture donc de la population. Je reviens donc sur cette présence des blessés, puisque en Aquitaine, comme ailleurs en France, de nombreux établissements vont être réquisitionnés, préfectures, gares, mais aussi écoles, le lycée Bernard Palissy à Agen, mais des lycées aussi sans doute en Gironde, vont être mobilisés. À Arcachon, il y a 4 hôpitaux complémentaires, 3 hôpitaux auxiliaires affiliés à la Croix-Rouge, 2 institutions privées ouvertes essentiellement aux officiers. On ne mélange pas, et là aussi c'est extrêmement intéressant à avoir en tête, il y a peut-être eu rencontre des catégories sociales au front, mais pas forcément brassage, j'en profite pour le signaler. Donc la guerre, elle est connue aussi directement par ces blessés qui viennent et qui évidemment bousculent un petit peu la rentrée scolaire, par exemple, en 1914, mais encore en 1915 et plus tard. Et puis cette rencontre avec les blessés, c'est aussi la rencontre avec la mort et la mise en place de ces carrés militaires, 211 à Agen, mais il y en a partout en Aquitaine, de ces blessés de tout horizon qui arrivent et qui sont soignés dans les départements donc de l'arrière. Là aussi, ce qui est important à montrer, c'est bien ce brassage des populations, même en Aquitaine, avec, il faut le voir, dans les villes les préfectures comme Agen, mais aussi Mont-de-Marsan, l'arrivée donc de ces permissionnaires, de ces blessés qui repartent ensuite au front, qui viennent de toutes les régions de France. Mais il va aussi y avoir la mise en place de nouveaux régiments d'artillerie, de régiments d'artillerie lourde par exemple à Agen, l'arrivée aussi des Américains,
des troupes américaines à Bordeaux en particulier, qui va transformer en grande partie la ville, puisqu'il va y avoir un quartier général et l'installation du Service of Supply donc à Bordeaux. Des troupes américaines vont être disséminées dans toute l'Aquitaine et vont défiler à l'occasion de fêtes nationales. Le 4 juillet, par exemple, 1917, à Agen, il y a un défilé d'un détachement américain. Et ça, c'est aussi évidemment intéressant à noter sur ce brassage des populations. Et j'avais évidemment d'autres cas à vous citer. Sur cette guerre qui est donc médiatisée, notons la création d'un organe de presse en 1914 à Agen, pour justement le Petit Bleu de Lot-et-Garonne, qui a commémoré ses 100 ans en même temps que le centenaire de la guerre, et qui illustre la demande sociale forte de nouvelles en septembre 1914, au moment évidemment où on avait peu de nouvelles de l'arrière. Et cette presse qui est essentiellement des organes de relais, en particulier des communiqués officiels. On voit bien à travers le Petit Bleu, puisque la première page, c'est pendant toute la guerre, le communiqué officiel, qui n'est jamais d'ailleurs jamais critiqué ou jamais mis à distance. Et puis donc la vie aussi sociale avec la durée continue, qui va faire en sorte que les populations puissent avoir des temps de loisirs encadrés, à travers notamment le cinéma et les films d'actualité. Il y a une section cinématographique de l'armée qui se met en place pour pouvoir nourrir l'arrière d'images de la guerre, évidemment éminemment contrôlées. Et là on retrouverait évidemment ces films d'actualité dans les cinémas Gaumont-Pathé ou au skating à Agen, encore une fois, mais c'est le cas dans d'autres villes. Donc on retiendra que les Aquitains vivent la guerre à distance, à la fois donc à travers les échos qu'elle peut avoir, mais aussi directement à travers évidemment ce brassage des populations, mais aussi de la société qui est bon an mal an obligée de s'adapter au temps de guerre. Et je terminerai donc par l'Aquitaine transformée en donnant quelques éléments. 11 novembre donc 1918, l'écho des cloches de la victoire. Évidemment, les cloches de la victoire font écho aux cloches de la mobilisation. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de la manière dont l'Aquitaine a pu être transformée par la guerre? Je retiendrai rapidement quelques points en montrant d'abord qu'il y a évidemment accélération de la déprise des populations démographiques dans les campagnes, parce que ce sont évidemment les populations rurales dans toute la diversité des profils qui ont été touchés. La guerre va accélérer à la fois donc l'exode rural vers les préfectures et vers les grandes villes. On le voit très bien à travers donc Agen qui gagne de la population alors que les villes alentours comme Villeneuve, Nérac, etc. en perdent. Et cette déprise, parce que souvent meurt le garçon qui était le garant de la continuité du patrimoine, en particulier de terre, va accélérer aussi un processus qui était déjà en marche, c'est-à-dire l'immigration. Et notamment l'immigration italienne dans le Lot-et-Garonne, qui va aussi transformer le paysage social du département, avec un apport, un enrichissement en termes de culture, de mise en culture des terres, mais aussi un apport culturel qui est à remarquer. D'un autre côté, la guerre va aussi, notamment en Aquitaine, produire une certaine industrialisation, c'est le cas à Agen, mais c'est le cas évidemment à Bordeaux, avec la métallurgie, l'industrie chimique qui va se développer, le secteur agroalimentaire également, et les constructions aéronautiques, puisque l'avion devient une arme essentielle, va se développer de manière exponentielle pendant le conflit, et il faut fabriquer ces avions, et on va les fabriquer en particulier à l'arrière, évidemment, et là l'Aquitaine va servir, si je puis dire, de base industrielle, Bordeaux en particulier et Toulouse également. Je voulais insister aussi, et j'essaierai de terminer là-dessus, la Première Guerre mondiale a été aussi l'occasion d'une transformation culturelle aussi, forte. Et j'ai deux cas. Une infirmière, Léonie Bonnet de Nérac. Elle était destinée, comme fille de la notabilité, à se marier avec un fils de notable. Bon. Elle devient infirmière, elle travaille avec Bergognier à Bordeaux, et elle est ensuite mobilisée donc à Belfort. Elle connaît la guerre et le détachement
de son milieu, de l'Aquitaine, de Nérac et de son milieu social. Et au début, elle est choquée par le fait que d'autres infirmières puissent être photographiées avec des hommes. Et petit à petit, elle-même rencontre les hommes, rencontre une autre forme de sociabilité, et elle revient évidemment transformée à Nérac. Et elle ne se marie pas à Nérac. Et elle continue ses études à Bordeaux. Et donc on voit là une mobilité qui est née de la guerre et d'une découverte, d'un enrichissement social sur la question de la liberté en particulier. Elle en parle beaucoup à la fin de ses carnets. Deuxième élément sur cet apport socio-culturel de la Première Guerre mondiale, c'est le couple Pirot de Dordogne. Vous avez peut-être lu cette correspondance publiée par Martha Hanna, l'historienne américaine Martha Hanna, et on voit bien par exemple chez le couple Pirot, ils ont un enfant pendant la guerre et il y a une prise en charge de l'enfant par le soldat au front, une prise en charge de l'enfant et un mûrissement de l'idée de père et de paternité. Et il prend à tâche de ses autres compagnons en leur disant « mais tiens, mon petit a des coliques, comment faire pour le soigner ?» Et donc il y a un investissement et même un surinvestissement de la paternité pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi de la maternité qui se vivent, là pour le coup la paternité à distance. Et là on sent bien sourdre un certain nombre de transformations, d'accélérations qui étaient déjà en germe avant la guerre, mais que la guerre va évidemment mettre en avant. Et j'aurai évidemment beaucoup d'autres choses à vous dire là-dessus, en particulier sur la mise en mémoire de la guerre, dès la guerre elle-même, j'en ai un petit peu parlé, mais aussi après par l'élévation des monuments aux morts, que l'on va trouver évidemment partout en Aquitaine, qui montrent évidemment le poids du deuil massif pendant la Première Guerre mondiale, mais qui montrent aussi la volonté de chaque catégorie socio-professionnelle, et on le voit dans les plaques, dans les écoles normales, dans les gares, dans les préfectures, etc., de toutes les catégories socio-professionnelles pour dire combien ils ont été investis dans la guerre et combien ils ont participé au sacrifice. Et on voit l'importance de cette identité socio-professionnelle dans le surinvestissement dans la victoire, et évidemment qui va se traduire aussi dans les mémoriaux régionaux. On n'en a pas forcément pour l'Aquitaine de très marqué, à la différence de la Bretagne. Quelques monuments aux morts avec des inscriptions soit en basque ou avec des éléments visuels basques, mais finalement très très peu, et quelques formules en occitan. J'en ai relevé un sur un monument aux morts dans le Lot-et-Garonne. Donc il n'y a pas de méridionalité qui est affirmée ou de basquitude peut-être trop fortement. On est là dans des terres donc républicaines, radicales, qui s'investissent dans la République. Il n'y a pas de grandes revendications. Dernière transformation sur laquelle je voulais insister, c'est la géographie urbaine. C'est-à-dire la mise en mémoire de la guerre, mais Nicolas Offenstadt vous en parlera sans doute beaucoup mieux. La mise en mémoire de la guerre va aussi transformer le paysage par la mise en place de nouvelles noms de rues, de places, etc. Dès la guerre, d'ailleurs, à Pau, la haute plante est rebaptisée place de Verdun. Pour conclure, il ne s'agissait évidemment pas dans mon propos de vous présenter un panorama, et je sais qu'il aurait été utile évidemment pour un réinvestissement en classe avec des exemples très précis, et c'était aussi, je pense, le but du propos, de vous conter une histoire des Aquitains et des Aquitaines à partir uniquement des éléments descriptifs. Je souhaitais évidemment revenir avec vous sur la manière dont il faut finalement aborder en classe la Première Guerre mondiale, en prenant donc le prétexte des Aquitains et de l'Aquitaine, pour essayer évidemment avec nos élèves d'éliminer un certain nombre de lieux communs sur la Première Guerre mondiale. On aurait pu parler aussi de la place des femmes dans la Première Guerre mondiale, et d'essayer évidemment de prendre, et le centenaire nous y invite, de prendre en compte l'épaisseur sociale des expériences à la fois combattantes. Premier point, et deuxième point, se rendre bien compte que ce premier conflit mondial, avec cette spécificité d'une mobilisation dans le cadre de la conscription, dans le cadre d'une attente aussi, finalement, de la der des der, dès la guerre, d'un surinvestissement, évidemment, de la société dans la guerre. Et je terminerai par ce sur quoi j'ai commencé. S'il y a découverte pendant le conflit des territoires, il y a aussi une perte de l'idée de patrie. Parce que cette confrontation, cette mise à l'épreuve de la société avec les attentes qu'elle avait,
a été évidemment mal vécu, en particulier par les combattants pendant le conflit. Et donc cette attente d'une égalité devant l'impôt du sang en particulier, d'une égalité de l'investissement de la société dans la guerre, n'a pas eu lieu. Et donc là où on a un investissement, enfin une découverte du territoire, il y a en parallèle, il me semble, et c'est là-dessus que je voulais insister, la fin d'une certaine idée de la France, si je puis dire, ou d'une certaine idée de la patrie qui est morte dans les tranchées de Verdun, mais qui est morte aussi à l'arrière dans cette confrontation des expériences sociales. Voilà, j'en ai terminé pour cet exposé. Je voulais revenir peut-être 5 minutes, si vous le permettez, sur ce centenaire, en disant que voilà, cette approche régionale aussi, on le voit, cette demande de mémoire locale, c'est un des temps forts, un des éléments essentiels de la manière dont les Français se sont emparés des commémorations de la Première Guerre mondiale. On peut le dire, il y a eu une formidable dynamique sociale autour du centenaire. La mission a labellisé 2100 projets émanant de tous les territoires métropolitains et ultramarins. 517 projets pédagogiques ont été labellisés, et effectivement la troisième vague de labellisation, dont on s'attendait qu'elle serait moindre, eh ben, est aussi importante. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, au-delà des chiffres, il y a donc cette demande sociale forte, et en particulier qui s'ancre dans des mémoires familiales, dans des mémoires locales, qui demandent à ressurgir dans cette tension entre les différentes échelles aujourd'hui, en 2014, c'est-à-dire entre une mondialisation finalement, enfin en tout cas de l'implication de l'individu dans la mondialisation, dans une échelle donc mondiale, et puis cette volonté de pouvoir se raccrocher à la fois à un passé partagé, à une échelle comment dirais-je, que l'on puisse appréhender. Et tous les projets pédagogiques, quasiment tous les projets qui émanent des territoires, sont liés à ces histoires à travers les départements. L'Oise dans la Grande Guerre, mon village dans la Grande Guerre, notre poilu, notre monument aux morts. On a un besoin de réinvestissement, et je pense que c'est lié aussi à ces questions que je viens d'évoquer avec vous. Et puis, au niveau pédagogique, il me semble aussi que cette dynamique est liée au fait que les commémorations ont été approchées comme un laboratoire. Un laboratoire pédagogique autour, et je prendrai 2 exemples, de l'interdegré. C'est-à-dire, nous avons voulu mettre à disposition des enseignants des outils pour pouvoir faire en sorte que des élèves de 3e travaillent sur la mémoire locale de la Première Guerre mondiale et fassent partager ce travail avec des élèves de CM2. Ça, c'est le point éteint, mais c'est également vrai pour le lien entre l'université et... cette journée aujourd'hui en est évidemment l'expression la plus probante, les liens entre l'université et le secondaire. Deuxième point, nous avons insisté fortement sur à la fois la comparaison des mémoires locales, nationales et internationales, avec une ouverture vers les établissements des pays étrangers, mais aussi cette approche pluridisciplinaire de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que nous avons souhaité, à l'occasion de ces commémorations du centenaire, que la Première Guerre soit approché comme un objet pluridisciplinaire. Et non pas qu'un professeur de français interroge la correspondance et puis que l'historien interroge la guerre à travers la correspondance, mais bien faire en sorte que des professeurs de français et de lettres, et je vous renvoie au portail ressources de la mission du centenaire, centenaire.org, puissent travailler ensemble autour d'un même questionnement sur qu'est-ce que la correspondance de guerre. Vous voyez la transformation, on ne fait pas 2 questionnaires, un professeur de lettres, un professeur d'histoire, autour du même objet, mais on prend cet objet que l'on questionne ensemble sur, par exemple, qu'est-ce que écrire en guerre pendant la Première Guerre mondiale. Et ça, il me semble que c'est ce qu'il ressort de ces commémorations, qui ressort de manière utile, et j'espère que nous allons poursuivre, en tout cas nous allons poursuivre sur ce riche chemin dans les années qui viennent. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.